Travailler jusqu'à 64 ans, non merci, certains l'entendent autrement. Un mouvement né aux États-Unis dans les années 2000 défend le principe de vivre de façon frugale et de faire fructifier son argent pour arrêter de travailler le plus tôt possible, idéalement donc avant 40 ans. La méthode s'appelle FIRE, pour en français indépendance financière, retraite précoce. Avec nous pour en parler, Fanny Parise. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes anthropologue, spécialiste des mondes contemporains et de l'évolution des modes de vie, chercheuse associée à l'Institut lémanique de théologie pratique de l'Université de Lausanne en Suisse. Avec nous aussi ce soir, Victor Laura, auteur de La retraite à 40 ans, c'est possible, c'est chez Larousse, et vous êtes à la tête du mouvement FIRE en France que je viens de citer. Peut-être d'abord à tous les deux, évidemment, c'est le grand sujet du jour. On a une avalanche de réactions ce soir en France. Que vous inspire ce projet dévoilé par Elisabeth Borne? Je viens d'en donner les deux grandes lignes, il n'y a pas que ça forcément. Est-ce que vous trouvez que c'est une réforme juste ou injuste? C'est surtout une réforme qui va questionner le moment de société que l'on est en train de vivre, où on va essayer de faire évoluer la frontière sur une culture de consommation et notamment un système productif. Et à mesure qu'on redessine du côté des individus et des différents groupes sociaux la place du travail dans une société qui va prôner d'autres formes d'épanouissement personnel et notamment le bonheur, cette réforme des retraites signe comme un symbole peut-être de retour en arrière ou de moins de déstabilisation des acquis. Vous dites retour en arrière, donc elle ne va pas dans le sens de l'histoire, si je puis dire? D'une part, elle ne va pas dans l'histoire d'une culture commune qu'on s'est forgée depuis plusieurs décennies. C'est une sorte d'acquis, un retour en arrière par rapport à une perte potentielle de confort et l'histoire qu'on est en train de construire aujourd'hui par rapport à un épanouissement personnel qui prend de la distance, d'une part avec la société de la productivité, par extension avec la consommation. Vous avez réussi à citer aucun chiffre. Est-ce que vous diriez que dans cette réforme, on parle trop de chiffres et pas assez, on va y venir tout au long de ce grand angle, au fond de ce qu'est être à la retraite? Alors pour moi, c'est un petit peu compliqué de répondre à la question vu ce que je prône. Alors d'abord, ce que vous pensez de ce 64 ans. On imagine que pour vous, je précise, vous êtes déjà à la retraite. Hein. C'est ça. Vous avez 34 ans. C'est ça. Donc 64 ans, vous êtes en PLS, comme disent les jeunes. Du coup, moi, quand je vois ça, alors déjà, il faut... Moi, ce que je trouve compliqué, c'est de trouver un métier où on peut s'épanouir tout au long de sa vie. Je pense que c'est un peu ça, le Saint Graal. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des métiers qui peuvent être pénibles. Et du coup, devoir attendre et repousser, voir l'âge... Se lever tous les matins jusqu'à 64 ans, ouais. Quand on n'aime pas son métier, je pense que ça peut être très dur. Après, on parle beaucoup de chiffres, mais je peux le comprendre. Parce que d'ailleurs, moi, ce que je prône, c'est énormément basé sur des chiffres. C'est-à-dire calculer combien il faut d'argent pour que vous puissiez vivre indépendamment et pouvoir prendre votre retraite précoce. Et en fait, ce que fait l'État aujourd'hui, il y a une problématique concrète, il n'y a plus assez d'argent pour financer le système, comment on fait? Et on essaie de trouver des solutions. Alors après, il y a d'autres solutions qui sont envisageables. On peut accepter un autre style de vie et se dire, OK, comme ce qu'on fait aujourd'hui, continuer à vivre en empruntant, mais après, il faut voir ce qui est possible. Alors avant de parler emprunt, frugalité, donc et retraite à 40 ans, juste j'insiste sur ce point, cette réforme des retraites. Selon un sondage paru hier, 85% des Français sont contre. Dès lors, vous qui êtes anthropologue, comment expliquer ce décalage entre un pouvoir, un exécutif qui met en place cette réforme? Elle n'est pas encore votée, ça va être long et difficile, on imagine. Comment expliquez-vous ce décalage? Ce décalage s'inscrit d'une part par rapport à des aspirations nouvelles d'une population qui, comme je le disais tout à l'heure, aspire à prendre un petit peu de distance avec les modes de vie qu'on nous impose et avec le modèle de société que l'on a construit. Et du coup, ce décalage vient du fait qu'on va avoir une paupérisation perçue au réel de la population. On va avoir des envies qui vont peut-être être différentes et le fait d'avoir cette réforme-là, au final, ça éclipse un petit peu toutes ces nouvelles préoccupations, toute cette approche réformiste de la société qui vise pour le coup à maintenir le collectif dans un statu quo et à tout changer pour que rien ne change. Et cette réforme des retraites en est un symbole assez criant. Alors, on va maintenant donc parler, Victor Laura, vous, jeune retraité, 34 ans. Alors, on va être très clair, on va le dire, vous avez travaillé dans la finance, vous ne le cachez pas, vous avez gagné 10 millions d'euros. On imagine que c'est un matelas assez suffisant pour finir ces vieux jours, j'allais dire, ou plutôt ces jeunes jours, puisque vous êtes très jeune. Racontez-nous d'abord la genèse, l'histoire personnelle. Pourquoi un jour vous vous êtes dit, non, moi stop, j'arrête? Oui, alors j'ai pas gagné 10 millions d'euros en finance, je suis resté peu de temps. Et vous avez dirigé ensuite une start-up. Une grosse start-up qui normalement devrait être cotée au CAC 40. Et effectivement, j'ai fait des investissements pour plus de 10 millions d'euros. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Comment on en arrive là? On commence, on croit en un système, on croit dans certains métiers, on peut bien gagner sa vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis allé en banque d'affaires et je travaillais
travaillais beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et je me suis rendu compte que j'allais pas tenir jusqu'à mes 40 ans. Et là, ça s'est passé, c'est ce que je raconte assez souvent dans le métro, où j'étais ligne 1 pour aller à la Défense. Et là, j'ai vu une femme qui est d'une quarantaine d'années, qui avait l'air assez fatiguée. Je me suis dit, en fait, c'est moi. Ça, mon avenir, c'est ça. C'est une personne qui a peut-être des enfants, qui n'avait pas forcément envie d'aller travailler tous les jours. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve des solutions. Moi, j'arriverai pas à tenir. Et du coup, je me suis intéressé au mouvement FIRE aux États-Unis, comme ce que vous avez indiqué. Et là, j'ai cherché des solutions finalement pour pouvoir avoir une rente, comme une retraite, avoir une rente. Et après, c'est grandement capitaliste, c'est-à-dire que ça repose sur des investissements. Donc, ça peut être c'est de la bourse, ça va être de l'immobilier, ça va être des entreprises. Et du coup, en même temps que j'ai continué à travailler, à côté de ça, j'ai fait beaucoup d'investissements pour avoir une rente tous les mois, ce qui me permet, moi, de ne pas travailler si je le veux. Donc, vous allez nous dire après quelle est la méthode, mais donc, soyons clairs ce soir, c'est pas permis à tout le monde. Celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, on est là, on est hors sol. Le mouvement FIRE ou les frugalistes tels que Victor le pratique, moi je les appelle les nouveaux golden boys de la sobriété. C'est face à l'essoufflement du culte de la performance, on va chercher d'autres voies de réussite à la fois personnelle et financière. Et ce qui est intéressant avec les FIRE, c'est comment les capitaux initiaux, sociaux, économiques et culturels que vont avoir des individus vont leur permettre de s'adapter à l'ère du temps et aux nouvelles contraintes de la société. Mais effectivement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir du temps, de l'argent et des connaissances pour pouvoir prendre un petit peu de distance et pouvoir faire d'autres choix de vie et mettre en place des stratégies spécifiques. Alors, on va voir dans un instant l'exemple d'une femme qui avait rencontré nos confrères de France 2 et qui est, comment on dit, frugaliste, c'est bien ça. Elle n'est pas pour autant membre de votre mouvement, il me semble. C'est pas la même chose, hein. On peut être frugaliste sans prendre sa retraite le plus tôt possible. Alors, dans la majorité des cas... C'est quoi être frugaliste d'ailleurs? Je ne vais pas au restaurant, je pars pas en vacances Alors, frugaliste, de manière très simple, c'est vivre de peu, vivre de manière frugale et se contenter du minimum. Dans les faits, c'est pas être radin? Non, ce n'est pas être radin. Et aujourd'hui, dans les faits, on va avoir un petit peu un brouillage des frontières entre les frugalistes et le mouvement FIRE qui participe à surfer sur une certaine image de la frugalité et de la sobriété, mais comme enjeu de distinction sociale. Et faire différemment, faire moins, peut s'inscrire soit dans une approche réformiste, donc comment on s'adapte au système et au capitalisme, ou alors dans une approche davantage alternative, où on va chercher d'autres sources d'épanouissement, de fonctionnement, mais ça n'a rien à voir avec la récupération actuelle du mouvement FIRE ou des frugalistes par ailleurs. Récupération, que dites-vous? Une récupération du mouvement frugaliste? Non, en fait, ce que je dis, c'est le frugalisme, c'est en fait une des versions du mouvement FIRE. Les deux sont très alliés, mais en fait, dans le mouvement... C'est un ingrédient pour vous, le frugalisme? Oui, parce qu'en fait... On ne peut pas prendre sa retraite à 40 ans sans être frugaliste, quelles que soient ses ressources. Alors, si on peut. Donc là, par exemple, dans le mouvement FIRE, il y a beaucoup de personnes qui ont bien vécu et vendu leur entreprise, donc, avec des montants conséquents, et eux, ils ne sont jamais... Vous n'êtes pas frugaliste? Alors moi, j'ai été frugaliste pas mal d'années. Là, aujourd'hui, je ne le suis plus. Parce que moi, ce que je visais comme objectif, donc il y a plusieurs termes. Moi, je visais le terme de fat FIRE, ce qui veut dire FIRE gras. Et du coup, moi, c'est habiter à Paris, avoir une famille à Paris. Donc ça veut dire avoir 8 000 € par mois. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. 8 000 € par mois à Paris, c'est beaucoup. On va maintenant regarder donc l'exemple de cette frugaliste. Regardez. Son ancien quartier, Lise Gallois y revient rarement. Pendant une dizaine d'années, elle a vécu en plein cœur de Montpellier. J'habitais là avant. C'est un appartement qui était au premier étage. Là, on voit les fenêtres latérales et qui faisait 150 mètres carrés, avec des belles pierres au sol, de belles moulures. Et ça, c'est fini. C'était une époque. Depuis 2 ans, c'est dans cette maison en bois qu'elle habite, toujours prête à déménager. Pour le moment, elle est installée sur un terrain prêté par un ami. Là, on est dans l'espace principal qui est à la fois salon, salle à manger, coin pour faire les devoirs. Là, c'est la chambre parentale. 4 fois moins d'espace qu'avant, mais très bien pensé. Coin cuisine, ici. Salle de bain, avec des toilettes sèches. Donc là, c'est l'étage. Une mezzanine pour les chambres de ses 2 filles. Peu de place, forcément, il faut faire des choix. J'ai beaucoup trié. Et aujourd'hui, quand il y a un vêtement qui rentre, il y en a 2 qui sortent. Ça dégage. Ce que je découvre depuis 2 ans et demi, c'est le partage, c'est le don, c'est l'échange, c'est le fait d'oser aller emprunter aussi des choses. Et moi, je prête plein de trucs. Une nouvelle philosophie, synonyme d'économie. La maison a coûté 50 000 € financée avec l'aide de sa famille. Mais désormais, plus aucune charge. Lise Gallois produit même son électricité, un nouveau mode de vie. J'ai remis sur le tapis des choix essentiels. Comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux vivre vraiment. Et c'est là que je me suis dit, non, vraiment, le point central, c'est la proximité avec la nature. À tout prix.
Lise compose aujourd'hui avec des revenus irréguliers, mais qui lui suffisent pour veiller sur ses enfants. Voilà pour cet exemple. À propos de revenus, je me tourne vers vous, Victor Laura. 1 780 €, c'est ce qu'on se disait hors antenne, c'est le salaire médian. La moitié gagne en dessous en France, la moitié gagne plus. Prenons quelqu'un qui gagne en France ce salaire. Comment doit-il faire selon vous? C'est quoi la méthode pour prendre sa retraite le plus tôt possible? Alors en France, si on prend quelqu'un qui est dans ces gammes de prix-là, ce qui marche le mieux, ça reste quand même l'immobilier, même si c'est plus dur d'emprunter aujourd'hui. En fait, on se rend compte qu'on peut, grâce au système bancaire français, emprunter, faire un investissement, 2 investissements locatifs et avancer. Après, il va forcément falloir passer par la partie plutôt business, donc c'est-à-dire trouver un job à côté ou développer une petite entreprise pour pouvoir avancer et accumuler du capital. Un ordre d'idée, en fait, si on veut, on fait un calcul simple, si on veut avoir 2 000 € par mois, il faut grosso modo investir 600 000 €. Donc il faut réussir à avoir 600 000 € investis. Et après, c'est trouver des méthodes par rapport à ce qu'on sait faire, comment atteindre ces 600 000 € investis. Alors, une question, vous qui êtes anthropologue, voilà ce que disait Ambroise Croizat à la Libération. La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Que vous inspire cette phrase à l'aune de cette réforme que l'on a aujourd'hui? Parce que c'est vrai que je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de chiffres, mais pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est aussi sensible et délicat? Parce que c'est une étape très très importante, le moment de prendre sa retraite. Déjà, c'est une rupture de cycle de vie en anthropologie, c'est-à-dire c'est un changement d'état qui va nécessiter de redéfinir à la fois son identité et ses routines quotidiennes. Donc, rallonger le départ à la retraite vient un petit peu questionner ce rite de passage, cette rupture de cycle de vie et comment on se construit une identité et surtout comment on se projette en tant que travailleur en ayant une horizon de temps qui est perçue encore plus lointaine. Et puis, il faut aussi le rappeler, c'est qu'en fonction de notre place dans le corps social, en fonction de l'activité professionnelle que l'on va avoir tout au long de notre vie, le travail ne va pas avoir la même place, la même fonction et ne va pas susciter les mêmes émotions. Donc si on va un petit peu au travail à reculons et qu'on attend avec un grand espoir ce passage à la retraite, cette fameuse rupture de cycle de vie qui semble de plus en plus s'éloigner, c'est aussi des renoncements qu'il va falloir gérer par rapport à un discours, une culture du bonheur et du développement personnel qui est peut-être encore plus compliqué à vivre et à supporter au quotidien. 30 secondes pour finir, c'est pour vous, c'est un peu dur en 30 secondes, mais je disais, Ambroise Croizat, une nouvelle étape de la vie. 34 ans, c'est tôt. Quand on arrête de travailler, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de fonction, de rôle social. Oui, il faut choisir. Il faut choisir ce qu'on veut faire. C'est dur, ça peut paraître bizarre, mais quand on arrête, on quitte son métier et qu'on est reconnu pour ça. Aujourd'hui, moi, je lance une école, par exemple, de reconversion professionnelle. Je m'inscris dans quelque chose qui me parle. Ça reste quand même du business, mais je reste là-dedans. Et ainsi que le mouvement Fire, où je continue à animer la communauté. Ça ne veut pas dire que vous êtes inactif, on va dire. Voilà. Non, moi, je ne pourrais pas. Voilà, vous ne pourriez pas. Merci beaucoup, en tout cas, à Fanny Paris d'avoir été avec nous. Et merci à vous, Victor Laura.